autour d'un panel de professionnels pour échanger et répondre aux questions sur ce nouveau rendez-vous santé qui est consacré à un sujet qui nous concerne tous, directement ou indirectement, qu'on soit parents, qu'on soit grands-parents, ou tout simplement qu'on soit citoyen qui s'interroge sur notre jeunesse, sur les adolescents, et ce soir, adolescents et conduite à risque. Donc je remercie autour de moi tous les intervenants qui honorent notre soirée. Mais surtout, il y a un chiffre, moi, docteur, qui m'a beaucoup fait plaisir. C'est que l'on va être positif, 80% des adolescents vont bien. C'est pas mal quand même de commencer par ça, par quelque chose d'extrêmement positif. C'est vrai, on va peut-être s'attacher aux 20% qui peut-être vont moins bien, voire mal, et on va essayer de comprendre et pourquoi et comment on peut les accompagner, mais 80% qui vont bien, c'est une bonne nouvelle. On commence par ça, si vous voulez bien. Et puis, la question qu'on va se poser, c'est ce que vous disiez tout de suite, docteur, c'est cette différence entre, vous disiez, pas les addictions, entre conduite à risque et addiction. Il y a des conduites à risque et c'est peut-être la définition de l'adolescent qui serait intéressante d'avoir ici pour comprendre pourquoi ces jeunes adolescents ou ces adolescents vont aller ou pas chercher des conduites à risque. Est-ce que, M. Bouchard, vous pouvez parler de l'adolescence et de ce que vous pouvez ou pas sur ces conduites? Si on commence par moi, je vais essayer d'être le plus court possible. Si vous avez 4 heures devant vous, ça peut aller. Non, rapidement, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait pas mal d'établissements dans le Beauvais, qui ont favorisé beaucoup, mais j'ai d'ailleurs fait la principale partie de ma carrière d'éducation prioritaire, que ce soit à Provence ou à Beauvais. J'ai pas rencontré énormément d'addictions. Des conduites à risque, oui. Et encore limité. Au niveau lycée, on est plus sur l'alcool et les drogues au-delà du cannabis, parce que c'est malheureux de le dire, mais c'est la réalité de Beauvais sur la problématique des stupéfiants. Ça fait longtemps qu'on a dépassé la petite cigarette roulée. Au niveau du collège, le point commun entre le collège et le lycée, pour moi, sur les conduites à risque actuelles ou les addictions, c'est le temps passé sur les écrans. Alors ça peut paraître extrêmement banal, je vais vous dire, mais j'ai pu mesurer, rien que sur les 6 ans à Beaumont, j'avais chaque année, dans toutes les écoles primaires, pour présenter le lycée, le collège, et en 6 ans, on est passé de 2 gamins dans une salle de classe qui avait un portable à 100%, jusqu'au micro-ondes et frigidaire dans la chambre. Je parle même pas de la télé, mais on a travaillé beaucoup, et on a des collègues de l'éducation nationale dans la salle, on travaille beaucoup sur la notion de temps. Le temps, on ne la rend pas. Et le temps de la conversation, le temps des échanges sociaux, c'est aussi une forme alors c'est aussi à l'âge de l'adolescence où on remet en cause ses liens familiaux et ses repères bougent énormément. Mais on est dans une contradiction énorme actuellement. Plus l'adolescent veut se reconstruire des réseaux sociaux, plus il s'isole, notamment avec ce téléphone. Et vous avez tous vécu, et vous êtes parfois vous-même le même reflet. Vous mettez 100 personnes dehors sur les bancs, au bout de 10 minutes, il y en a 90 qui sont en train de pianoter. Aucun échange entre eux, et on arrive, et je ne sais pas si tu l'as au collège, à des refus de participation en cours. On ne veut plus parler devant les autres. Alors on ne parle pas de harcèlement ce soir, c'est plutôt le réseau social en soi, il existe aussi en physique quand on est dans un réseau social. Et on a maintenant des élèves qui vraiment se mettent malades parce qu'ils ne veulent plus parler devant les autres. Alors qu'ils échangent des centaines de milliers de messages avec plein de gens, connus ou pas connus. Et la capacité à parler devant un public, ça les met vraiment en douleur. Alors, je ne sais pas si en pédiatrie vous avez des patients qui et des chiffres sur l'agoraphobie, sur le fait de ne pas vouloir se retrouver dans une foule. Mais l'isolement avec le téléphone, c'est une forme, une dérive psychologique importante de l'ado là. Actuellement, que l'on constate dans les établissements scolaires, je ne sais pas au niveau des collèges. La future interdiction fait beaucoup parler. M. le recteur était au lycée la semaine dernière.
Et les seuls moments où les élèves ont défendu le téléphone, c'est pour dire, mais les élèves, quand ils sont rejetés, ils ont que leur ami, c'est leur téléphone. Vous voyez l'état d'isolement de l'ado dans ces... Donc on a une forme de socialisation qui se fait même plus entre pairs. Parce que le rejet de l'adulte, ça fait partie du temps de l'adolescent. Pour construire et se connaître davantage, se faire une autre identité. Mais ma problématique, c'est qu'entre pairs, il n'y a plus cet échange non plus. Alors, j'étais sans doute hors sujet, mais je voulais aborder ce sujet avec vous. Alors, ça n'est pas hors sujet, parce qu'effectivement, ça peut amener un mode de fonctionnement psychologique différent de l'adolescent d'hier, mais tu as pointé aussi le fait que l'adolescent, eh bien, il a une forme de rejet de beaucoup de choses, et que ça va être là aussi la conduite à risque qui peut s'installer, mais qui est une nécessité de construction de l'adolescent. Rajouter quelque chose. En fait, ce matin, c'est le hasard fait les choses. Ce matin, j'ai lu en feuilletant sur Internet, il y a une nouvelle étude qui est sortie dans une revue australienne et elle est faite par une équipe de Hong Kong et elle touchait aux alentours de 3200 adolescents justement sur ce sujet des jeux en ligne. Et il s'est avéré dans cette étude, j'ai survolé l'étude, mais je n'ai pas eu le temps de la lire exactement, mais il semblerait que, j'ai lu l'abstract, et il semblerait que les jeux en ligne protègent les adolescents contre la dépression. Il faut que je vérifie ça, mais c'est une information que je livre chaud, mais c'est l'étude, elle signale ça, et elle est avec une équipe très sérieuse, mais il faut vérifier tout. Mais bon, je voudrais juste vous livrer cette information. Que l'on pourra peut-être reprendre sur Dr. Schubert. Vous vouliez dire quelque chose par rapport à ça? En tout cas, la question que je me pose, merci docteur, pourquoi les adolescents, donc de manière générale, vont chercher des conduites à risque? Alors, je voulais juste... Non, ça marche. Je voulais juste rebondir sur le téléphone. Le téléphone, pour moi, c'est toujours la difficulté de trouver dans une situation problématique qui est la poule et qui est l'œuf. Un adolescent qui va bien ne se réfugie pas dans son téléphone. Et je pense qu'il faut quand même faire attention parce que les pairs existent quand même par le téléphone. Il se coupe pas de ses pairs en faisant partie des réseaux sociaux. On voit effectivement, et là on va rebondir sur effectivement les conduites à risque, les réseaux sociaux dont font partie les groupes d'ados, les groupes de classe, les groupes de copains. Ce qui ne se passe pas de visu se passe par le biais du téléphone. Avec des choses qui sont positives et des choses aussi qui sont négatives. Alors par exemple, les cap pas cap, ça peut passer par le biais des conduites organiques qu'on trouve en fait dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est que le cap pas cap? Bah, c'est les jeux, si tu fais pas ça, t'es nul. Enfin, c'est le jeu de la baleine bleue. Il y a pas mal de jeux de mise en danger qui existaient dans les cours de récréation et qui existent toujours d'ailleurs. C'est les établissements, ça dépend des périodes, il y a des modes. Et c'est des jeux qui circulent via les réseaux sociaux. Je me rappelle il y a quelques années, il y avait une année de naissance, je me demande si c'était pas 2010. Donc ça circulait via les réseaux sociaux en fait. C'était pas quelque chose dont les élèves parlent entre eux de visu et physiquement quand ils sont les uns avec les autres. Mais par contre, c'est des messages qui circulent de téléphone en téléphone. Et en fait, le téléphone ne coupe pas des groupes de pairs, mais avec un effet pervers. Et voilà, et ça peut les mener à des conduites à risque. Alors, est-ce que le téléphone en lui-même est une conduite à risque? Je ne sais pas. S'il se réfugie dedans, oui.
Et si ça vous pousse à faire des choses sous influence, par le biais des réseaux sociaux, avec soit des gens qui connaissent, soit des gens qui ne connaissent pas, c'est aussi quelque chose qu'on voit, ça induit des conduites à risque. Il y a quelque chose qu'on n'a pas fait encore, c'est définir la conduite à risque. Je pense que ça me paraît bien de dire ce qu'est une conduite à risque. Alors, j'avais noté une définition qui est celle d'un sociologue. Je vais la lire parce que je ne vais pas écorcher sa définition qui est assez juste. Une conduite à risque, c'est l'exposition délibérée au risque de se blesser, de mourir, d'altérer son avenir, de mettre sa santé en péril. En fait, c'est un sociologue qui s'appelle David Le Breton et qui a écrit un livre qui s'appelle L'adolescence et conduite à risque. Je n'ai pas lu. mais c'est quelqu'un qui est très cité dans les publications concernant les adultes. Et en fait, ces comportements à risque, là, on a parlé de substances, on a parlé de téléphone, mais la première conduite à risque, c'est aussi la première cause de mortalité des ados, c'est l'accident. Donc les sports extrêmes, les conduites de scooter, de vélo, qui mènent à des accidents physiques, et c'est la première cause de mortalité. Les consommations de substances, c'est une petite part des conduites à risque. Les comportements sexuels à risque sont une petite part aussi. Les blessures volontaires, type scarification, dans les blessures volontaires qui altèrent le corps, il y a aussi les troubles du comportement alimentaire. Tout ça, ce sont des conduites à risque. Mais la première cause, c'est l'accident. C'est les conduites accidentelles. Et est-ce qu'il y a plus de comportements à risque aujourd'hui, ou en tout cas différents, chez les adolescents dans leur mode de fonctionnement par rapport à avant? Moi j'ai été ado, j'étais une gaspillée, je ne sais pas si j'avais une conduite à risque, sans doute vis-à-vis de mes parents. Quelle est la différence entre conduite à risque et comportement normal d'un adolescent qui se construit? C'est important de dire cette définition. D'accord? Très bien. Tout est question de définition sociétale. Il faut un référentiel avant tout. Qu'est-ce que la société définit comme un comportement à risque ou pas? Ce ne sera pas le même ici en Occident, mais ce ne sera pas le même en Orient ou dans d'autres contrées qui sont moins connues. Mais vous disiez bien, hein, c'est la mise en danger de ces sphères de vie globalement, et à partir du moment où on les met en danger, on peut définir ça comme une conduite à risque. La conduite à risque chez le jeune, elle fait partie de sa construction personnelle, et notamment il y a une partie du cerveau qui est propre, c'est le cortex préfrontal. Hein, c'est vraiment ce qui est la base de la construction de nos valeurs. D'accord, hein. On aura tous le même format de construction neuronale, mais les valeurs qui sont intrinsèques sont propres à chaque société. Alors un exemple, quand on se balade dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui ne nous revient pas, on ne le tartine pas parce qu'il ne nous revient pas, parce qu'en société ça ne se fait pas de tartiner les gens. Mais par ailleurs, ça pourrait se faire. Et ce ne serait pas un comportement à risque. Aller se frotter à quelqu'un de costaud, c'est un comportement à risque. Alors dans certaines cultures, ça ne l'est pas. Au contraire, c'est une affirmation de soi. Et donc tout dépend finalement des normes que la société impose, hein, et comment est-ce que nos jeunes s'y confrontent. Très bien. Et donc du coup, effectivement, toutes les époques, toutes les sociétés, chez l'adolescent, il y a des comportements plus ou moins à risque, selon la définition que vous avez pu donner, mais qui vont différer selon les lieux, les temps, etc. Donc, il faut être positif, 80% vont bien, ces 20% vont prendre des conduites à risque. Quelles sont-elles? Le téléphone peut en devenir une, on l'a entendu, et c'est voilà. Mais on entend beaucoup parler, et je vais l'aborder parce que je pense que ça intéresse tout le monde. On a quand même entendu parler, je crois que vous êtes spécialiste, docteur, de substances. Donc, on va prendre d'abord la différence entre conduite à risque, on va y revenir, et addiction, qui n'est pas du tout la même chose. À quel moment, peut-être que vous nous répondre, va-t-on parler d'addiction? Alors, la conduite, l'usage à risque, j'ai envie de dire, en fait, c'est un usage qui peut amener à un potentiel danger, en fait. Mais il n'y a pas encore de dommage, en fait. Voilà.
la conduite à risque est potentiellement dangereuse. Et lorsqu'il y a répétition en fait, de ces conduites à risque, là on va être dans des usages problématiques en fait, et c'est ça qui nous amènera peut-être à un moment donné à parler d'addiction en fait. C'est-à-dire que c'est un continuum. Il y a l'expérimentation, il y a l'usage à risque, il y a l'usage problématique, et à un moment donné, effectivement, s'installera l'addiction. Donc l'addiction, elle est au bout du continuum, en fait. Voilà. C'est la question de la répétition. Et la question, l'addiction, c'est la question qu'on ne peut pas s'empêcher de faire l'usage qu'on est en train de faire. En fait. Pour l'addiction, effectivement, il y a une définition assez précise que les grandes institutions que sont l'Association des psychiatres américains et la classification internationale, donc l'OMS, la classification internationale des maladies, elle définit l'addiction comme un usage inadapté d'une substance ou d'un comportement qui entraîne une souffrance clinique significative et le maintien du comportement en dépit de la connaissance des conséquences négatives. C'est-à-dire qu'on mesure de quelque chose, ça nous entraîne une souffrance, et cette souffrance, on en est conscient et on continue malgré la connaissance de cette souffrance. C'est ça qui est donc l'addiction. Quand on parle d'usage à risque, alors avant on avait une segmentation entre différents usages, on parlait d'usage et de mésusage, et dans le mésusage, on avait aussi effectivement 3 catégories qui étaient l'usage à risque, l'usage nocif et l'usage avec dépendance. L'usage à risque, c'est-à-dire que vous consommez un comportement, une substance, qu'on consomme et qui potentiellement peut générer des complications. Donc on est pas encore dans l'usage nocif, c'est-à-dire qu'on l'utilise, mais ça n'a pas encore de conséquences sur nous. Et c'est seulement quand ça commence à avoir des conséquences qu'on parlera d'usage nocif, et le maintien du comportement qui signe la dépendance, comme vous disiez très bien, on répète le comportement alors qu'on sait que ça nous fait du mal, et c'est là que signe la dépendance. Donc on passe de l'usage à risque qui n'a pas encore de répercussions sur notre sphère de vie, à l'usage nocif qui a donc des répercussions mais sans dépendance, et quand on en a pris conscience et qu'on continue, là on signe la dépendance. Alors j'aimerais rajouter ce qu'on vient de dire. Il faut imaginer que avant les études, majoritairement les études, elles parlent des stades de comportement à risque, d'usage, etc. Mais il y a, imaginez une pyramide avec la base non-utilisation. Après arrive un deuxième stade, l'expérimentation, qui est tout à fait normal chez les adolescents. Après l'usage occasionnel, l'usage régulier, l'usage à risque et l'usage, le trouble d'usage. Mais le passage d'un stade à l'autre, c'est pas théoriquement, c'est pas simplement passer de l'expérimentation ou non-usage à l'expérimentation, on arrête, mais on peut passer directement de l'expérimentation à l'usage à risque. Et on peut revenir, on peut passer de l'usage de l'expérimentation, par exemple, et directement avec certains produits qu'on parlera tout à l'heure, qui vite donnent une addiction, donc qu'on passe directement au trouble d'usage, etc. Et on peut, à la fin, une fois qu'on a le trouble d'usage, et ça c'est rassurant, on peut sortir avec l'aide des professionnels. Et ce qu'on fait tous sur le terrain. Donc, mais comment on peut distinguer, puisqu'on a un sujet, distinguer l'expérimentation de la transgression jusqu'à la conduite à risque? Parce que quand on est parent, je vais revenir à ce qui, à moi, comme grand-mère ou comme ancienne maman, comment on distingue dans l'expérimentation de l'adolescent qui se dit je tente, c'est normal, ça fait partie de sa construction, mais à un moment donné, on va plus loin, c'est la transgression, et puis et la conduite derrière. Ce qu'on peut voir au niveau de l'alcool chez les lycéens, je ne peux pas parler des collégiens, je ne vais pas provoquer, mais chez les lycéens, quel que soit le sexe, d'ailleurs, c'est une évolution marquée en temps, il n'y a quasiment plus aucune différence entre filles et garçons en termes d'accès à l'alcool et de l'usage. Là, le tabou est complètement tombé, l'égalité est enfin arrivée. Mais au-delà de ça, une conduite d'expérimentation, la fête à la maison
on va s'en mettre une bonne, mais on va rester à la maison, on va dormir sur place, on va pas prendre de risque à sortir. Le risque va commencer quand un copain va prendre sa voiture dans le même état que les autres, il va vouloir aller faire un tour en voiture, et là le risque il est majeur, évidemment. Et puis, quand on commence à prendre son petit verre de vodka, parce que récemment on a fait intervenir la police nationale pour des commerçants de vodka qui vendent des produits énergisants à base de vodka, en toute interdiction de vente à des mineurs. On arrive à un effet d'habitude où tous les jours il faut prendre, non pas sa Red Bull, mais sa Red Bull à la vodka, et là on commence à tomber dans une habitude qui, comme le docteur le disait tout à l'heure, la douleur existe, mais le fait de consommer dépasse la douleur qui va exister juste après. Donc c'est là où s'installent les choses, et puis finalement la douleur fait partie de l'expérience qu'on a envie de mener. De jeunes enfants, de jeunes ados se tatouent à l'âge de 16 ans, et envers d'autres, on ne voudra pas les voir se faire tatouer avant l'âge de 18 ans quand ils auront dit l'âge de raison. Donc tout dépend finalement de ce qu'on nous fixons, donc de ce que la cellule familiale, ce que la société fixe comme limite. Et c'est en fonction de ça que nos jeunes se construisent. Dans ces conduites de risque, on va venir dans le vif du sujet. On peut avoir, vous dites si je me trompe, la fugue, le défi, vous disiez, des rapports sexuels non protégés, c'est une conduite à risque. Protoxyde d'azote, on a des exemples malheureusement très récents de cette conduite. Le PTC, l'alcool, prise de médicaments réactionnels, la prostitution, qui est elle aussi une conduite à risque. Qu'est-ce qu'on peut faire? À quel moment on passe de cette adolescence à prise de risque à cette mise en danger? Mais comment on repère la vulnérabilité de nos ados? À quel moment alors je conçois que le cercle familial est différent et que le regard du parent et de la société est différent, mais comment on repère ces vulnérabilités? Alors, l'adolescent n'est pas tout seul. L'adolescent a effectivement une famille, il va à l'école, il y a une communauté, il y a un espace, il y a une société donnée en fait. Donc du coup, il y a plusieurs adultes autour de l'adolescent. Il y a aussi des camarades autour de l'adolescent et qui pourra peut-être remarquer qu'il peut y avoir des choses qui peuvent inquiéter, en fait, qu'on soit adulte ou qu'on soit copain, en fait, on peut repérer qu'il y a quelque chose qui a changé. Alors, après, il y a aussi les inégalités sociales aussi, en fait. Les vulnérabilités, elles se retrouvent dans une certaine partie de la population. Alors l'adolescence est considérée comme un âge relativement vulnérable en fait, mais il y a aussi les déterminismes sociaux en fait qui peuvent rendre plus vulnérables encore. Les conduites à risque font référence à plusieurs facteurs en fait. Donc j'ai envie de dire les vulnérabilités, ils sont repérés par les adultes qui rencontrent les adolescents. En fait. Le temps de l'école, il est relativement modeste, tout ça. J'ai l'impression que vos enfants sont toujours à l'école, mais non. Je crois que c'est 20% sur le temps de la nuit, enfin, quand on compte tous les temps de vie d'élèves, les temps de sommeil, les vacances, les week-ends. Pour être tout à fait concret, dans les établissements scolaires, hors éducation prioritaire, une infirmière scolaire, c'est 2 jours par semaine. Elle partage son temps entre le collège et les écoles primaires. En lycée et en zone d'éducation prioritaire, on a la chance de les avoir au moins 4 jours. Assistants sociaux, c'est loin maintenant d'être dans chaque établissement, et au maximum, c'est 2 jours par semaine. Le lycée Félix-Faure n'en a pas depuis 20 ans, par exemple, alors qu'il y a 35% de familles très défavorisées. On a aussi 30% de familles très favorisées. Mais voilà. Le lycée, enfin, les gros lycées n'ont pas du tout cette structure d'accueil. Alors, repérer finalement avec les conseillers principaux d'éducation, qui sont les seuls professionnels de l'éducation qui existent en Europe.
Dans tous les autres pays européens, il n'y a pas aucune vie scolaire, il n'y a pas d'organisation de ce type. Alors repérer, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Échanger avec les familles, c'est pas si compliqué que ça. Maintenant, il y a des stades de prise en charge qui sont extrêmement différents. Si on est au début de quelque chose, à part la discussion de tous les parties, il n'y aura aucune prise en charge extérieure. Les stades de prise en charge extérieure qui sont modestes, c'est pour déjà, on a déjà dépassé le cap de la prévention et on est déjà plus que dans le risque. On est déjà dans des risques qui ont été avérés. Et on est dans le réactionnel, on n'est pas dans une structure, sur mauvaise depuis 30 ans, à part la maison des ados qui a existé ça pour 6 ans, la mairie derrière, qui était une initiative du conseil départemental à l'époque. Il n'y a pas de structure fixe identifiée qui peut nous aider en complément de nos observations du quotidien, et à condition que les familles adhèrent à notre propre diagnostic. Parce que le déni fait partie sans doute de la psychologie des parents, et parfois le déni dure très très longtemps. Et l'ado s'engouffre dans ce conflit larvé, ou plus ou moins ouvert, entre notre regard et le regard des familles. Donc finalement, il a tout gagné, parce que plus personne ne va s'intéresser à lui, puisqu'il y a des discours qui vont être extrêmement contradictoires. Donc la conduite à risque va s'amplifier, parce qu'on a deux types d'ados, ceux qui veulent montrer qu'ils sont à risque et qui sciemment, pour tout le monde, nous le pire, c'est ceux qui sont dans leur chambre, dans leur endroit, sans personne ne va les signaler à ce moment-là. Et la culture entre pairs de dire mon copain va pas bien, je vous assure que c'est pas encore gagné. J'aimerais bien juste donner une expérience d'un patient, un jeune. En fait, il a une conduite à risque, même il était au stade de trouble d'usage. Et quand on l'interroge, on se rend compte qu'il y a un conflit familial à l'intérieur de sa famille, avec sa propre mère. Et le père, il avait un rôle protecteur. De coup, quand il y a un rôle protecteur, il y avait un qui dit blond, l'autre qui dit noir, et puis le gamin, il était perdu. Donc, aussi, le milieu familial, parfois, il est un des facteurs qui amène à la conduite à risque. Qui amplifie. Plus que l'amener à la... Oui, mais ça amplifie. Ça amplifie. Et l'adolescent, il va se retrancher dans l'isolation. Et après, il y a l'enchaînement de tout ce genre de choses. Je voudrais quand même rebondir sur ce que tu viens de dire, Xavier. C'est-à-dire que toi, de ton point de vue, et je vois que le micro s'agite à gauche, c'est que tu n'as pas, dans la pratique au quotidien, forcément un repérage très rapide de structures ou d'endroits où faire un adressage. Tu confirmes? Et c'est bien, hein, c'est bien de dire que tu ne ressens pas de soutien, en fait. C'est une fléchette pour vous. Hein. Non, pas du tout. Non. C'est que quand je disais que l'adolescent n'est pas tout seul, en fait, hein, c'est-à-dire que la prévention, elle se fait dans un environnement déjà, en fait. Hein. C'est comment tout le monde peut être engagé dans cet environnement-là. Et je pense notamment à ce qu'on appelle l'intervention précoce. On est dans ce contexte-là actuellement. Donc l'idée, c'est l'intervention précoce, c'est quoi? C'est de donner les moyens à tous les professionnels de premier recours, de première ligne, en fait, hein, donc tous les professionnels qui sont à même de rencontrer les adolescents, de pouvoir être sensibilisés à la question des usages à risque. Par exemple, alors je parle concernant les addictions, en l'occurrence, pour qu'on puisse avoir tous une culture commune et une certaine légitimité à pouvoir être interlocuteur de ces adolescents, en fait. Donc l'idée, on est dans ce contexte où normalement, on devrait avoir les moyens, en fait, de former donc les professionnels de premier recours dans les établissements sociaux, dans les établissements scolaires, donc effectivement CPE, infirmières, qui peuvent bénéficier de formation,
Et avec l'idée, alors il y a comment former au maximum, sensibiliser, partager une culture commune de l'usage à risque, en fait, du repérage des vulnérabilités, des facteurs de protection, des facteurs de vulnérabilité, des facteurs de protection, et ensuite, quand on arrive à une certaine limite, effectivement, où on peut orienter. Et il y a effectivement des consultations de proximité, dont les consultations jeunes consommateurs, qui se sont développées maintenant il y a une vingtaine d'années, en fait, et qui font partie, normalement, de l'environnement des établissements scolaires, en tout cas, ce sont des consultations de proximité, en fait. Et on essaie de favoriser le lien entre les structures qui accueillent les adolescents et les consultations de proximité. Donc il y a des conventionnements qui sont passés entre les consultations de proximité et les établissements scolaires, je pense au lycée particulièrement, voilà. Ces conventionnements, en tout cas, peuvent être signés. Il y a des choses qui existent, hein. Voilà. Et c'est comment on peut faire vivre ces choses. Le préventif étant quelque chose, mais on le sait, hein, je pense à la prévention du VIH, du risque, on le voit de moins en moins dans les établissements scolaires. Hein. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça continue, donc il y a aussi des choses qui s'oublient, il y a des effets de mode, hein, on va parler de protoxyde d'azote, on va parler de PTC, etc. Il y a des effets de mode dans les addictions, donc, les conduites à risque, pardon, hein, puisqu'on n'est pas dans l'addiction, mais du coup, il y a aussi tout ce préventif qui peut se faire, mais qui n'est pas forcément très efficient actuellement. Alors aujourd'hui, la prévention va être dans le développement de ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Donc effectivement, c'est de pouvoir donner les moyens aux jeunes de pouvoir questionner leurs pratiques, en fait, hein. C'est-à-dire de pouvoir s'interroger sur ces pratiques-là, et en collectivité, parce qu'effectivement, on a commencé la rencontre en parlant de l'isolement que pouvait représenter le fait d'avoir les portables, le fait... là, l'idée, effectivement, si dans une... là, c'est comment réfléchir ensemble, en fait, hein. Comment réfléchir ensemble et je pense effectivement à ce qui peut se faire, hein, en espace jeunesse, justement, comment réfléchir ensemble à ses propres usages, parce qu'on part du principe que l'adolescent est en construction et qu'il a les moyens potentiels de pouvoir, c'est à éduquer justement, en fait, hein, à pouvoir prendre des décisions sur ses modes de vie, en fait. Qu'est-ce qui est bon pour lui ou qu'est-ce qui ne l'est pas, en fait, à un moment donné. Et effectivement, dans les moments donnés où il y a des usages à risque, on va questionner la fonction. À quoi ça sert c'est la fonction du produit. Alors voilà, donc on sort un petit peu des produits. En fait, finalement, le produit, c'est, j'ai envie de dire, la porte d'entrée. En fait, que ce soit n'importe quel produit, que ce soit n'importe quel comportement, c'est la porte d'entrée pour rentrer en contact et en dialogue avec l'adolescent et sa famille. Mais là, je me permets, parce qu'il existe des choses, tu te sens démuni, mais c'est aussi le fait que la famille doit être actrice et acceptée. Je reviens sur la famille juste après. Alors, on a la chance sur Beauvais d'avoir des cités éducatives, ça s'appelle d'autres noms. Là, on a la cité éducative qui nous permet, entre le collège Beaumont et le lycée Félix-Faure, d'avoir un point écoute une fois par mois et un espace de dialogue aussi une fois par mois, ce qui permet d'avoir une dizaine d'élèves. Et sur 1500, vous imaginez bien que ceux qui viennent, déjà, ils sont déjà un peu sensibilisés à la chose. C'est le problématique de l'école aussi. On demande tout à l'école. Il faudrait que chaque jour on consacre 2 heures à, je caricature pas, l'éducation à la vie sexuelle et affective, à l'usage du téléphone, de ne pas venir avec un couteau au téléphone, de dire bonjour, au revoir, on va te laver les dents. Bref, il faudrait utiliser énormément de sujets. Alors, même si certains sujets sont plus faciles que d'autres, à travers les disciplines du lycée, et en lycée, croyez-moi, j'avais pas cette question-là au lycée Jacobin, au lycée pro, je faisais d'autres choses. Et là, les élèves, dès la première, ils ont une pression de l'examen incroyable, des notes, et le temps, trouver du temps pour faire. Cette année, on travaille sur la santé mentale, croyez-moi que c'est compliqué à placer. Donc, pour ça que l'appui, je rebondis sur les familles. Bien entendu, on perd de temps, au bout de 2-3 entretiens, à ne pas être d'accord sur un diagnostic. Une fois qu'on est d'accord,
sur un problème psychologique, c'est 6 mois d'attente, 1 an pour le CNP. Je parle que d'un truc classique, hein. Je ne parle pas d'autres problèmes qui rendent mal l'élève parce que les problèmes de dyslexie, les problèmes qui ne sont pas pris en charge, ça génère un mal-être, parce que ça crée une différence avec les autres et un échec scolaire, s'il n'y a pas d'effet de compensation officiellement reconnu. Et pour être officiellement reconnu, autant faut-il avoir des diagnostics qu'il faut bien, avec les professionnels de la santé qui établissent ce qu'il faut pour une prise en charge et un accompagnement. C'est tous ces délais qui sont extrêmement difficiles à gérer, et plus on perd de temps sur le diagnostic, et puis malheureusement, un certain nombre de diagnostics auraient dû être faits avant d'arriver au lycée, et finalement, je crois qu'on s'habitue aussi à ce qu'il n'y ait pas de professionnels pour prendre en charge, donc on décale le problème au bout, sauf que ça tombe au plus mauvais moment pour l'élève qui arrive entre ses 14 et ses 18 ans, où il va essayer de faire autrement et donc se mettre un peu plus à risque. J'aimerais bien, je comprends votre intervention, sauf que j'aimerais bien signaler qu'à Beauvais, particulièrement à Beauvais, il y a plusieurs structures que le CNP seul. Donc, et les délais d'avoir un rendez-vous avec un professionnel de santé dans ces structures comme le SATO, comme l'ISAPA de Beauvais, comme l'hôpital de Beauvais, comme l'ELSA, etc. À Clermont, vous avez des choix multiples. Vous n'avez pas un seul choix. Et je pense qu'il y a je n'appellerais pas ça une réticence, mais je pense qu'il y a une méconnaissance des structures existantes et qu'est-ce qu'elles font. Et je pense que ça vaut le coup quand même de faire une table ronde, je ne sais pas, mais de vous introduire ces structures pour que vous puissiez aussi pour vous aider. Hein. Je crois, ce que disait Xavier, effectivement, alors ça existe, hein, vous avez raison, moi je vais venir au bloc 46 en 5 minutes, qui est là aussi, hein, il n'y a plus la maison des ados, mais le 46, mais nous sommes dans des micro-sociétés quand nous sommes dans un lycée ou un collège, et donc c'est plus facile, ce serait plus simple d'aller vers le lycée, mais ça ce sera un débat d'une autre fois, que le lycée aille vers des structures et cherche tout ce parcours. Mais du coup, ça donne quand même l'idée et la possibilité, et je retiens cela, et on en parlait tout à l'heure, docteur, de laisser une trace avec tous ces parcours possibles pour pouvoir se les approprier et les envoyer dans les lycées et les collèges et de dire voilà, j'ai un interlocuteur, c'est celui-ci, privilégié, j'ai un parcours qui est tracé et je sais à qui m'adresser, quelle que soit la problématique, ce qui n'est pas forcément pour l'instant le cas, Le bloc 46, après docteur. Merci. Alors oui, effectivement, je suis conscient qu'effectivement sur aller vers les jeunes, c'est pas forcément évident. Nous, en tout cas sur la structure, on est maintenant situé au Alors, centre qu'est-ce que c'est que le bloc 46 depuis peu, donc c'est une structure, comme je vous disais tout à l'heure, qui accueille les 16-25 ans sur pas mal de dispositifs, mobilité, insertion professionnelle, éco-citoyenneté, et le volet santé s'est développé, prévention santé, s'est développé il y a 2-3 ans maintenant. Donc l'idée c'était déjà de se faire identifier aussi, et puis aller vers. Alors, on parlait de convention tout à l'heure, on a petit à petit, on conventionne aussi, le responsable qui est là, présent dans le public, avec aussi des établissements scolaires. Alors, par exemple, la thématique du mois sans tabac, ça a permis aussi de pouvoir mettre un pas dans certains lycées, pas tous, hein, mais de pouvoir aussi aborder, alors pas que la cigarette, on a abordé la chicha, la puff, toutes les conduites aussi à risque et les addictions qui peuvent naître après la première clope, j'ai envie de dire. Et voilà, on a aussi un lieu d'accueil où on arrive quand même à mettre des actions de prévention en place, notamment sur les scènes d'été, où on a aussi parlé d'addiction et de conduite à risque, notamment sur les pages drinking, des comportements à risque où les jeunes boivent à excès jusqu'à être complètement sous, où voilà, on a offert des capotes à
verre, de protection de verre, pour justement, c'est un petit cadeau, hein, des fois c'est un petit truc, mais ça permet de pouvoir en discuter. Alors on attire aussi des jeunes, mais aussi énormément de parents qui se sentent aussi rassurés sur, il existe quelque chose. Alors effectivement, il y a encore énormément de choses et de thématiques à développer. Pas de baguette magique, mais en tout cas on est là. Et ce qui est important aussi, c'est que on peut relayer aussi on est aussi une structure, on va relayer vers les professionnels. On n'est pas professionnel, je ne suis pas professionnel de santé, mais je peux relayer vers les professionnels, comme vous disiez, le XAPA, le SATO, vers qui ensuite, plus particulièrement, ils vont rencontrer des professionnels et du soutien pour aborder tout ça. Juste un petit détail sur la question que vous posiez tout au début, quelques temps avant, c'était comment est-ce qu'on les repère. Alors, est-ce qu'il faut les repérer? Parce que c'est un peu compliqué, hein, c'est un peu du délit d'attention, hein, c'est qu'on veut repérer quelqu'un qui est dans l'usage à risque, alors qu'on sait très bien qu'il va avoir ce comportement-là. Et comment est-ce on va le sortir du lot en lui disant, lui, effectivement, c'est un usage à risque qui est censé finalement faire des complications. Ça, c'est assez compliqué en vérité. Et comme vous dites tous ici, c'est qu'il y a des structures pour ça, pour l'identification. Une fois que les patients sont identifiés, on pourra les orienter. Ça, je pense que globalement, le maillage territorial il est assez efficace. Après, effectivement, il y a des délais incompressibles liés aux mains utiles qui font que sur les professionnels de santé. Mais globalement, le repérage, il est plus difficile. Je pense que l'action doit se faire plutôt dans la prévention, informer donc les jeunes qu'il existe des comportements à risque et à eux de se repérer et peut-être aux camarades, peut-être au corps cadran de repérer et de les identifier pour pouvoir les orienter vers les structures les plus adaptées. Une fois qu'on les a identifiés, il existe des tas de scores. Hein. On a des scores de recherche de sensations, le test de Zuckerman qui permet d'identifier quelqu'un qui est en recherche de sensations. On a des tests de ce qu'on appelle l'Obsessive Compulsive Disorder Scale qui permet de savoir si le patient est en recherche de compulsion. Donc tout ça, on sait finalement les identifier. Mais comment est-ce qu'on va prévenir cela? C'est un peu plus compliqué d'aller chercher finalement le patient typique qui va être à risque. On sait qu'il y a des bases génétiques, on sait qu'il y a des facteurs environnementaux qui peuvent favoriser toute cette décompensation de comportements à risque. Ceci dit, on s'attend à ce qu'ils existent aussi chez ces patients adolescents qui sont en train de se construire. Alors, la prévention, comme je disais tout à l'heure, on a plein de sujets. On va avoir 5-6 par jour. L'idée, c'est vraiment d'être spirale, de revenir régulièrement sur le même sujet pour que ça commence à imprégner. Je ne vais pas faire le débat sur la citoyenneté et on peut tout à fait dire qu'un jeune qui fait des bêtises qui relèvent de la justice, c'est aussi un comportement à risque. Mais est-ce que ces jeunes sont allés à l'école? Est-ce qu'ils ont été au contact des valeurs de la République? Ils ont été, parce que tous les jours, ils ont vécu l'école avec un nombre de règles qui sont à peu près les mêmes que celles dans la société. Oui. Donc si on n'arrête pas si on fait une année la santé mentale, l'autre année la troisième année l'alcool, etc., c'est du one shot, c'est juste pour se faire plaisir. Et l'impact auprès des jeunes est fort limité, sauf pour ceux déjà qui sont sensibilisés, qui vont avoir une oreille attentive. Donc, comme le harcèlement, avec le programme phare, je ne sais pas si vous connaissez, en établissement scolaire, depuis 2 ans, 3 ans, on forme des ambassadeurs. Donc on forme déjà des jeunes à aborder le sujet avec d'autres jeunes. On sait que le travail entre pairs, et je suis capable de passer je ne suis pas en pair et je suis entre pairs. Le travail entre pairs, c'est comme les médiateurs au collège Henri Lenon, par exemple. C'est beaucoup plus parlant et beaucoup plus parlant que nous. Parce que, encore une fois, notre image va être celle, au-delà du professionnel, de l'adulte, qui nous ennuie parce qu'il a des règles, pas des nôtres. Donc, peut-être faisons l'effort de marquer un peu plus les choses sur des thématiques fondamentales que de toujours vouloir appuyer, être en réaction par rapport à un fait. Rien ne résiste à la répétition, normalement. Vous voulez dire quelque chose? Moi, je voulais juste, c'est un petit moment, mais on a parlé ça fait un moment que le sujet a été abordé. Par rapport aux facteurs de vulnérabilité. Moi, j'ai fait mes thèses de médecine sur le clinical king et ce que j'ai mis en évidence, c'est que le niveau socio-professionnel de la famille
n'intervient absolument pas dans les facteurs de vulnérabilité et que en fait la vulnérabilité n'est pas la même, mais elle existe aussi bien dans les familles défavorisées que les familles très favorisées. C'est simplement pas les mêmes choses et ce serait une grosse erreur de considérer qu'un ado n'est pas à risque parce qu'il est dans un très bon milieu social très favorisé avec de l'argent et avec une aura sociale. C'est une erreur, il faut avoir vraiment un œil là-dessus. Et à l'inverse, vous avez des familles de milieux plutôt défavorisés et plutôt en difficulté financièrement, etc., mais qui vont être hyper encadrants avec leurs enfants, qui vont maintenir un dialogue de très très bonne qualité. Et c'est là-dessus aussi que je voulais rebondir, c'est comment on repère. Moi, je vais faire une réponse extrêmement simple et qui est à la portée de vraiment tout le monde. C'est comment il va, cet ado qui est en danger. Et devant n'importe quelle situation, s'intéresser sincèrement aux jeunes qu'on a en face de soi. Il s'est pété le bras, il a un plâtre, lui demande comment je t'ai fait ça en vélo. Ah bon, mais en vélo, mais t'es allé très très vite, ça t'arrive souvent d'aller très très vite en vélo, mais t'avais un casque ce jour-là. Non. Ah, mais t'avais envie de mourir. Et je pense que cette question, il ne faut pas hésiter à la poser. C'est de questionner le risque suicidaire. Alors là, on n'est plus dans les addictions, on est dans le risque suicidaire. Je rappelle quand même que la conduite à risque qui fait le plus mourir, c'est l'accident. Voilà, c'est quand même une cause de mortalité très importante. Et de questionner le risque suicidaire. Et de quel pourcentage? C'est quel le suicide chez ado? C'est la deuxième cause? Le suicide, c'est la deuxième cause. L'accident, c'est la première. Voilà. Donc, de questionner ce risque avec des mots très simples. Et le repérage peut se faire par n'importe qui, par même quelqu'un de très éloigné du milieu de la santé mentale, de la santé tout court, du milieu éducatif. S'intéresser sincèrement au sein de la famille ou pas. Est-ce que tu es stressé en ce moment? Est-ce que tu as mal à la tête? Est-ce que tu as du mal à dormir? Est-ce que l'école ça se passe bien? Tu as des copains? Est-ce que tu as quelqu'un dans ton entourage à qui parler? Est-ce que ça va avec tes parents? Est-ce que tu as pensé à la mort? Est-ce que tu penses que ce serait mieux que tu sois mort? Est-ce que tu penses que tes parents iraient mieux si tu étais mort? Et tout ça, c'est des questions, en fait, c'est des tests qui existent, c'est des tests très très simples qui sont à la portée de tous, qui sont en fait finalement des questionnements de bon sens, mais qui montrent qu'on s'intéresse sincèrement à l'ado qu'on a en face de nous, parce que je le redis, les conduites à risque, ça fait partie de l'adolescence. Ça fait partie de la construction, l'ado il transgresse. Donc je pense que ce que je voulais faire passer, c'est notre réaction en tant qu'adulte référent au sein de la société, et quelle que soit notre profession, ça doit être ni trop peu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire une surenchère sécuritaire, mais il ne faut pas banaliser non plus. Donc déjà de savoir comment va le jeune. Avec des questions simples, on a déjà une idée de comment il va. On parlait d'adressage dans des structures. Alors tous les ados ne sont pas adressés forcément dans des structures. C'est pour ça que je trouve que le bloc 46 c'est une structure qui est hyper intéressante parce que je pense que le but c'est d'apporter un étayage, c'est tout ce que j'en comprends. Et des fois, ces ados, ils ont simplement besoin qu'on s'intéresse à eux et d'avoir un petit étayage, le temps de se remettre droit, de remettre en place des valeurs, des choses un peu à un moment de leur vie où ils ne savent pas trop, où les limites sont un peu floues entre le risqué et le pas risqué, de remettre quelques références. Ça peut suffire, on n'a pas forcément besoin du CRP. Il y aura de l'attente, il n'y a pas besoin forcément d'une psychothérapie longue ou d'un passage par les urgences pédiatriques devant toute conduite à risque. Si on a un ado qui semble aller pas si mal que ça, pour autant ne pas banaliser. D'accord, donc il ne faut pas forcément sanctionner, déjà, c'est la première chose. Pas forcément, il peut y avoir la sanction
Mais ça, c'est un dosage. La sanction, elle fait partie du cadre. D'accord. Je pense qu'il doit quand même y avoir des choses non négociables. Il doit y avoir des limites claires et interdites. Mais je ne sais pas si le fait de rabâcher les messages, je ne suis pas sûre que ça n'ait pas un effet inverse en fait. C'est-à-dire qu'on va se dire, ça doit être intéressant puisqu'on en parle et c'est là que je vais aller. Et dans ce cas-là, quand vous parlez du risque suicidaire et de parler de la mort, est-ce que c'est pas incitatif? Non, c'est pas incitatif. D'accord. Non, ça c'est sûr. D'accord. C'est sûr que de poser la question clairement et de poser la question d'un scénario envisagé pour mourir s'il le souhaite, non, ça n'incite pas les jeunes au suicide. Il faut vraiment mettre les pieds dans le plat. Il faut vraiment poser la question clairement. En tout cas, dialoguer, accompagner, mettre un cadre étayant, la confiance aussi qui doit être mise et installée. Et qui est le rôle de chacun des équipes, de toutes les équipes. Et maintenant, si vous voulez bien, je pense que je vais peut-être parler pour vous, je ne sais pas si j'ai raison ou pas, et vous le redirez tout à l'heure, de parler aussi de tous ces produits qui font très peur, parce que ce sont aussi des produits nouveaux. Alors peut-être que d'en parler beaucoup, ça peut être incitatif, mais il s'avère quand même qu'on entend beaucoup parler en ce moment de protoxyde d'azote, et sans toute raison. Hein, on a vécu à Beauvais, et la famille surtout a vécu un drame avec un de leurs fils qui a été assassiné, je le dis comme tel, avec quelqu'un qui conduisait sous protoxyde d'azote, qui avait trouvé ça drôle 5 secondes, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas c'est terrible, c'est quand même des conduites dont il faut parler, qui sont choquantes. Je disais tout à l'heure que j'ai un petit-fils qui fait école hôtelière, je lui ai parlé du protoxyde d'azote parce que lui, il croyait que c'était pour la chantilly. Il faut leur en parler quand même, parce qu'il y aura forcément un copain qui, à un moment donné, compte tenu de la publicité qui en est faite, je dis publicité très volontairement, hein, c'est de la prévention qu'il faut faire, pas de la publicité, il faut en parler et prendre des mesures, parce qu'on a quand même, c'est pas un secret, hein, on a mis en place à Beauvais des choses, le préfet l'a fait lui aussi il y a quelques jours, parce que c'est partout, c'est tout le temps, et c'est dangereux. C'est dangereux, les dangers sont là, ça vient très très vite, en plus ça fait rire, c'est un truc de fou. Et pourtant, les risques sont là. Même si vous en voyez très peu, vous me disiez à l'hôpital de Beauvais, parce qu'ils ne sont peut-être pas encore passés à un stade, il y a des risques majeurs, et il faut pouvoir quand même parler de ces produits. Est-ce qu'on peut en parler? Celui-ci, du pète ton crâne, on en va beaucoup parler aussi. Non, ça ne marche pas. Ceci dit, le protoxyde d'azote, c'est un produit festif. C'est souvent dans les rap parties. Festif. Oui, mais je ne pense pas qu'au quotidien, moi, mon expérience, je ne vois pas des gens qui consomment de protoxyde d'azote tous les jours, malgré que c'est un produit très particulier. Et je peux vous dire que on parlait tout à l'heure de la clinique du Parc, il y a une quinzaine d'années, on a du protoxyde d'azote pour l'anesthésie à l'époque, et ils ont volé un cylindre de 100 litres, et ils sont venus avec un camion pour le piquer, je veux dire, et uniquement c'est pour une fête, et pour vous situer un petit peu, ça se vend avec un ballon. Le ballon, c'est à 10 €. 100 litres, combien de ballons? Vous voyez le montant qui suit ça. Donc, ça, c'est pour le protoxyde d'azote. Mais vous savez, on en trouve, vous disiez, des grosses bonbonnes. Moi, j'en vois très régulièrement au cinéma, tu disais Xavier, il y en a vraiment partout. Outre le fait que ce soit dangereux pour l'environnement, parce que quand il y a le recyclage, etc., ça fait tout péter. Allez chez Burger King aussi, ou chez McDonald's, il y a des bonbonnes de protoxyde d'azote, parce qu'ils font des crèmes avec, et je ne sais pas quoi. Mais ça, c'est l'usage professionnel. Oui, mais il y a des jeunes qui travaillent dedans, j'en sais rien, ça peut être détourné, tout ça se détourne, de toute façon. Maintenant, pour le PTC particulièrement. Alors pour le PTC, j'ai une seule question à poser à la salle. Est-ce que vous êtes rentré déjà dans un lieu de vapotage, un vendeur de vapotage?
Est-ce que quelqu'un est rentré? Est-ce que quelqu'un il a vu un magasin qui vend des vapoteuses, qui vend... Et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça ne vous donne pas l'impression que vous rentrez dans un magasin bonbon? C'est tout coloré, il y a toutes les arômes, c'est magnifique. Et un gamin, même un gamin, mon petit-fils, quand il rentre, il a l'impression que c'est des bonbons et il veut acheter. Donc, déjà, s'il y a des politiques dans la salle, j'aimerais bien qu'on fait comme dans certains pays, que les paquets de vapotage, que ça soit neutre. Ça a été tellement long pour les paquets de cigarettes et ça a été vraiment une évolution, mais je crois que, je sais où vous en êtes, mais France Addiction fait un énorme travail sur tous ces sujets-là, donc continuez. Voilà. Et donc, pour le PTC, je vous ai fait, je me permets de me lever parce que je ne vois pas. Je vous ai fait un échantillon de vapoteuses, mais en fait, les vapoteuses qui sont utilisées dans le PTC, c'est les vapoteuses rechargeables, ceux-là. Les trois là, celle-ci et celle-ci. Donc, ces vapoteuses sont rechargeables. Le PTC, c'est un liquide incolore, inodore, et c'est livré, devinez par quoi, c'est livré venant de l'Inde et de Chine par Colissimo. Pas Colissimo particulièrement, mais par la poste. Parce que les chiens des douanes ne reniflent pas l'odeur. Alors ça, je vous ai mis ça exprès, parce que c'était des échantillons vendus en Angleterre dans un magasin officiel, qui contient de PTC, mais était vendu comme liquide pour le vapotage. Et ce qui a mis la puce à l'oreille des autorités anglaises, qu'il y a eu des complications chez les jeunes, et ils ont fait une enquête, parce qu'il y en avait plusieurs aux urgences, et là, ils ont trouvé que venaient du même magasin, et là, ils ont fait l'enquête, ils ont trouvé. Et il faut dire aussi que le PTC, particulièrement, non. Alors, aujourd'hui, sur le vapotage, je reviens un petit peu. L'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire. C'est la première fois qu'elle ressort un article, un rapport sur le vapotage et les méfaits du vapotage. Il n'y a rien de confirmé, mais on commence à s'alerter après 15 ans. Vous savez que le vapotage, il a commencé en 2010, donc ça fait 15 ans qu'on commence à voir, et là, on commence à voir les méfaits. Parce que la fumée que vous voyez dans le vapotage, c'est pas vraiment de la fumée, c'est des vapeurs de glycérine et végétale et glycol. Voilà. Et ça donne tout ça. Donc, dans le PTC, il faut savoir qu'il est 80 à 100 fois plus puissant que le THC qui est dans le cannabis. Donc, comme je vous ai parlé tout à l'heure de transition entre les étapes, là, après 1, 2 ou 3 expérimentations, on peut passer directement vers le trouble d'usage. Après, il faut une diapositive. Donc, quels sont les signes physiques inquiétants dans la consommation de PTC? Vous avez une tachycardie, des malaises, des vertiges, des tremblements, difficulté à respirer, mais ils peuvent apparaître très rapidement après le vapotage. Et c'est là le danger. Pourquoi est-ce le danger que ça apparaisse très rapidement après? Parce que le produit, il produit ces signes rapidement. D'accord.
Donc, s'il y a des complications, imaginez que le gamin il est dans une zone isolée, etc., ça peut être dangereux. L'irritabilité de l'enfant, de l'adolescent, elle est très importante aussi en consommant des PTC. Et on se rend compte qu'il peut devenir avec des signes psychiatriques importants de style de paranoïa, agitation et parfois un changement de comportement bizarre. Quand on parlait de prévention dans la famille, on peut avoir des changements, un changement brutal, un isolement inexpliqué chez un gamin et des modifications de ses notes scolaires, etc., etc. Et ça, quand vous voyez un gamin commence à avoir ces signes-là, hallucinations, etc., irritable, énervant, violence, agressivité contre les parents, qui n'existait pas avant, il faut s'alerter quand même. On n'a pas mis toutes les diapos, voilà, tout ça. Mais donc, c'est extrêmement inquiétant, cette consommation de PTC qui prolifère quand même, avec des parents qui sont totalement, quand même, vous en voyez beaucoup à l'hôpital avec des signes, pas du tout, ouais, c'est ça. Donc ça reste encore... Ça prend de l'ampleur, mais ça reste minime. Il faut savoir que le vapotage, il a une image positive dans la population. Et en plus, on le voit, je veux dire, il n'y a banalisé. pas d'odeur. Quelqu'un qui fume une substance autre que du tabac, ça va quand même se sentir. Là, c'est pas détectable du tout. Mais de toute façon, les arômes qui sont dans le vapotage, il faut savoir, il y a des arômes sucrés. Ces arômes viennent des arômes alimentaires. Donc, quand vous les avalez, ils ne sont pas toxiques. Mais quand vous les inhalez, ils deviennent toxiques. Donc, moi, je pense qu'il faut bouger sur le vapotage parce que dans l'esprit des adolescents, c'est banal, c'est rien, c'est positif, parce qu'on a présenté le vapotage comme sortir du tabagisme. Mais pour sortir du tabagisme, je suis d'accord, parce que c'est moins risqué que le tabac. Mais l'utiliser pour rentrer dans le tabagisme ou dans les substances des psychotropes, ça devient quand même dangereux. Mais bon, heureusement, fort heureusement, je ne veux pas vous alerter non plus, c'est très minime pour l'instant. Et il est temps que le législateur s'occupe aussi de l'image du vapotage. Moi, je reçois personnellement, je reçois tous les mois un bouquin comme ça sur le vapotage, très coloré, très par les sociétés pour la publicité du vapotage. C'est le marketing qui a été partout, pour l'alcool, pour tout. Oui, mais là, on parlait de la cigarette, on parlait tout à l'heure de quelque chose où on a réussi sur l'égalité homme-femme. J'aimerais bien qu'on réussisse sur l'ensemble des choses et pas sur celle-là. En termes de santé publique, on sait que le tabagisme chez la femme est devenu là aussi, on a rattrapé les hommes. Mais c'est le marketing. Sur l'alcool, c'est pareil. Tout est fait et nos jeunes ne sont pas... tout à l'heure, Xavier Bouchard qui a dû partir, parce qu'il y a quelque chose après, et vous salue tous et toutes, toutes ces boissons énergisantes avec de la vodka qui soupçonnent qu'il y en a dedans. Les parents sont aussi un peu démunis face à ça, parce que le marketing, on peut y croire, on peut l'écouter, et quand on voit son gamin vapoter, on s'inquiète moins que s'il fume. C'est pas logique, c'est pas... mais sociétalement, c'est le cas. Alors, on s'inquiète... Pour ma part, en fait, les venus en consultation jeunes consommateurs actuellement, c'est des parents qui s'inquiètent énormément de par la consommation effectivement de PTC parce qu'effectivement c'est puissant, c'est très très puissant et les parents voient leur enfant
dans des secteurs qui leur font très peur, et les jeunes eux-mêmes ont très peur de cette expérimentation aussi en fait. Donc voilà. Alors il y en a peu peut-être, hein, mais en tout cas ils sont relativement spectaculaires en fait. Hein. Voilà. Alors je ne sais pas, j'ai pas les chiffres hein, en fait, mais en tout cas effectivement beaucoup de consultations actuellement se font autour du BTC qui alarme voilà, les familles et qui font peur eux-mêmes aux jeunes. Parce que c'est facile, c'est pas cher. Parce que c'est facile d'accès, effectivement, mais parce que aussi l'effet, au tout début, on ne sait pas à quel taux ça va pouvoir être dosé en fait, hein, et l'effet est différent. L'effet peut être très puissant en fait par rapport au THC. On est dans des 80 dosages, à 100%. Voilà. On a des dosages extrêmes en fait. Hein. Donc voilà, ça a des effets. Ceci dit, juste, je laisse deux mots. La transition, on a parlé d'un stade à l'autre, mais aussi il y a une transition d'un produit à l'autre. Ça veut dire on commence par le THC, mais on recherche une puissance supplémentaire, on passe au BTC. On parlait de la force des médicaments, de ces substances à avoir un effet rapidement. On quantifiera la force de ces différentes substances à leur capacité à obtenir rapidement une concentration très forte dans le sang et la capacité du corps à la métaboliser. Plus elle arrive rapidement dans le sang en forte concentration et plus vite on arrive à la métaboliser, plus elle va être récompensante et renforçante pour la vie. Alors on parlait du BTC, effectivement, c'est très fort, d'un point de vue psychoactif c'est assez fort, mais par contre il n'y a pas de dépendance physique. Donc au début, alors la dépendance physique qu'on peut ressentir, ce sera principalement des effets de frustration. C'est-à-dire qu'on s'est adapté régulièrement à avoir ces effets psychoactifs, et progressivement, le fait de ne plus les avoir va engendrer des frustrations qui peuvent mimer des signes physiques de tremblement, de sudation, d'agitation, de nervosité. Et c'est vraiment ça que les produits sans dépendance physique sont très Ça veut dire qu'il n'y a pas de dépendance? Il existe une dépendance comportementale et non pas physique. D'accord? On a dans notre corps des tas de récepteurs pour toutes les drogues, que ce soit la cocaïne, les amphétamines, le cannabis, les champignons, le BTC. On a déjà en nous ces récepteurs qui sont prêts à accueillir ces molécules, sauf pour l'alcool. Il n'y a que l'alcool, elle n'a pas de récepteur. C'est une toute petite molécule qui diffuse dans toutes les cellules et qui cause énormément de dégâts. Mais pour toutes les autres molécules addictogènes, elles ont toutes un récepteur, c'est-à-dire que nous fabriquons nous-mêmes déjà ces substances d'un point de vue endogène. Par contre, elles peuvent avoir des forces plus importantes, chimiquement induites. Donc, on le disait pour le BTC, elle a une force plus importante que pour le THC. Le THC qui, lui, également, va se fixer plus fort que les endocannabinoïdes endogènes que nous avons nous-mêmes. Et donc, du coup, le fait d'avoir rapidement cette concentration qui augmente et le fait de la métaboliser rapidement donne un effet pharmacologique rapide. Et en plus, on le métabolise rapidement, donc ça veut dire qu'on veut rapidement récupérer cet effet, donc on va en reprendre encore plus rapidement. Et le fait d'avoir ces allers-retours, on parlait de répétition tout à l'heure, finit par induire une dépendance dite comportementale. On ne parle pas de dépendance pharmacologique, on parlera de dépendance comportementale, aux effets ressentis après avoir utilisé cette substance. Et c'est une erreur de croire que si on vient de BTC au THC, que ça s'améliore. C'est faux. La dépendance. Attendez, j'essaie de comprendre. Vous êtes très clair, hein, mais quand même j'essaie de comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de dépendance et qu'on peut s'arrêter physique. D'accord, mais je reviens quand même, parce que c'est pas si facile à intégrer. Ça veut dire que si je prends quelqu'un qui prendra du BTC peut s'arrêter, mais il a des difficultés comportementales, mais il peut s'arrêter. Très, très intéressant ce que vous posez là comme question. L'indépendance, elle s'installe insidieusement. Alors, on va prendre une substance pour répondre à une émotion négative, à une tension, un mal-être qu'on peut avoir avec son environnement. On va utiliser ça comme lubrifiant social, on va utiliser ça comme récréatif, on peut utiliser ça pour des tas de tensions. En tout cas, le but étant de réduire une émotion négative. Donc là, on parlera de dépendance psychologique.
à force de répéter ce comportement, on rentrera donc dans la dépendance comportementale, elle s'installe comme une habitude, et enfin, certaines molécules peuvent induire des dépendances pharmacologiques physiques. Et donc, du coup, ensuite, c'est un triptyque qui s'auto-entretient, d'accord? Et en général, on essaie d'abord de traiter la dépendance physique et de ensuite changer les habitudes du patient pour enfin terminer par répondre à l'émotion négative qu'il a essayé de soigner avec cette substance. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs professionnels qui s'occupent de ces D'accord, il y a problématiques. Il y a les psychologues, les médecins. Et donc c'est pluridisciplinaire autour Voilà, d'un patient exactement. sur une problématique. Exactement, Donc, parce c'est qu'il y a dramatique. plusieurs stades et plusieurs différents. D'accord. J'aurais quand même qu'on revienne sur le protoxyde d'azote. Parce que vous m'avez un peu, non pas contrarié, non pas je veux que ce soit dangereux ou pas, mais quand même, il y a des effets délétères dont je voudrais bien qu'on parle. Si vous voulez bien, docteur, vous voulez ou pas allez-y. Parce que quand même, enfin, vraiment, on en trouve partout. On voit des jeunes qui en consomment partout. Et ça devient un vrai. C'est pas que ça devient, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Allez sur Amazon et commandez des protoxydes. Ah mais j'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire, mais faut bien prendre des mesures du coup presque répressives en disant stop quoi. Et comme c'est un produit effectivement qu'on commande sur Amazon, qui se trouve dans la consommation courante, avec parfois, moi j'ai vu ça dans un supermarché il y a de ça quelques mois, c'était juste à côté des ballons. C'est super, on nous dit comment faire. Donc c'est plus facile, on n'a pas à changer de rayon, on ne fait pas de gym en plus. Alors, justement, le protoxyde d'azote, typiquement, lui, il n'y a pas de dépendance physique au protoxyde d'azote. Mais par contre, les effets euphorisants, on s'y habitue rapidement. On a envie d'être bien tout le temps. On a tous envie d'être bien tout le temps. Et là, pour le coup, ils essaient de le répéter artificiellement en utilisant ça. Les effets très dommageables, notamment, ce sont ce qu'on appelle les neuropathies périphériques. Ça provoque la démyélisation, c'est-à-dire que vous avez de grands nerfs qui courent tout le long de votre corps. Et pour aider donc, la vitesse donc, de l'influx nerveux, et ben, notre corps leur produit des petits manchons de gras, d'accord, qui permettent d'augmenter la vitesse de conduction de l'influx nerveux. Et ben, le protoxyde d'azote va avoir pour rôle, en tout cas pour effet néfaste, de grignoter ces petits manchons de gras, et ils vont faire donc du coup que la conduction de l'influx nerveux va se faire moins vite, et on va avoir des parasticités, des fourmillements jusqu'à des paralysies des extrémités. Et ça, c'est l'un des dommages les plus importants qu'on peut avoir avec le protoxyde d'azote. Alors ensuite, il y a des effets psychoactifs, évidemment. Vous avez modifié votre comportement. On a le côté euphorique, plaisant, immédiat, mais au long cours, on finit par modifier aussi sa réactivité à des comportements normaux. Donc, du coup, la prise en charge est vraiment comportementale et plus pharmacologique. Alors c'est aussi un vasodilatateur, c'est-à-dire qu'il va augmenter la taille des vaisseaux, ça va provoquer des hypotensions, et donc vous allez avoir des adaptations cardiaques, des adaptations néphrologiques, rénales à cette vasodilatation, et donc du coup c'est plus rare, c'est un peu moins fréquent, mais ça existe quand même. Mais l'effet le plus délétère, c'est vraiment les paralysies qu'on peut avoir dans les formes aiguës. Et je rajouterais juste une chose, il peut donner des hypoxies, parce que... Qu'est-ce que c'est l'hypoxie? L'hypoxie, c'est manque d'oxygène dans le sang, parce que le protoxyde d'azote inhalé, il va être absorbé dans le sang, et il passe plus facilement que l'oxygène, et il peut donner des hypoxies, et du coup, ça peut donner des malaises, accélérer le cœur, comme il vient de dire M. Auchy. Et il faut savoir que pour les neuropathies périphériques, juste pour expliquer ce qu'il est, imaginez un fil électrique gainé, et le protoxyde d'azote va bouffer cette gaine et dénuder les fils, voilà, dénuder les nerfs. Voilà, c'est très joliment dit. Alors, il y a d'autres complications aussi. Là, pour le coup, on parle de choses pharmacologiques, en tout cas biologiques, mais on a aussi des brûlures, parce que c'est froid, le protoxyde d'azote. Et quand on inspire, il y a des brûlures de la sphère ORL, des voies aérodigestives supérieures également, et donc aussi, c'est des complications
complications qu'on peut retrouver dans l'usage inadapté. Alors, quand on va prendre les premières bouffées, on va être euphorique, ça va, la maîtrise encore. Mais quand on a répété le phénomène dans toute la soirée, alors on n'a plus toute sa tête, et on va prendre des bouffées de plus en plus importantes, de plus en plus intenses, de plus en plus froides. Hein, et là, pour le coup, ça crée des dégâts, pour le coup, purement mécaniques. Est-ce que tout ça s'est abordé au bloc 46? Parce que comment on fait pour échanger avec nos jeunes? Parce que là, on se l'est dit, ça m'effraie toujours, mais il y a toujours eu des conduites un peu poussées chez les jeunes. Moi, je me rappelle de ma mère qui, tout à l'heure, docteur, vous parliez des drogues et des conduites à risque, des addictions dans toutes les populations. Et ma mère me disait que quand elle était jeune, il y avait des drogues pour riches et des drogues pour pauvres. Hein, et que c'était, voilà, et je dirais pas dans quel milieu les drogues pour riches étaient, messieurs. Dites. L'importance justement des préventions. C'est vrai que moi j'étais surprise à chaque fois, hein, chaque action de prévention, d'avoir beaucoup de questions, beaucoup de jeunes qui ne savent pas forcément. Alors on se dit qu'un jeune est hyper connecté, il est conscient de tout, il sait tout. Ben non, pas forcément. Voilà, il ne savait pas forcément qu'une session de chicha, c'est consommer 40 cigarettes. Donc on a abordé le PTC, qu'est-ce que c'est, enfin, beaucoup de questionnements. Donc je trouve que c'était important quand même de pouvoir, encore aujourd'hui, leur apporter des réponses et tout simplement les informer, leur dire attention, c'est du danger. Dans les centres sociaux, par exemple, plus jeunes, un peu, voilà, les enfants ont parlé aussi de ce qu'ils voyaient dans la rue, dans les quartiers, même en centre-ville, hein, partout. Et voilà, c'est des questions qui se posent et je pense que c'est important. Voilà, moi j'ai que le volet prévention, mais de se dire quand même que leur dire ce qui se passe, ce que c'est et ce que ça peut engendrer. Voilà, ça peut changer des comportements, ça peut les interpeller. On parlait de père en père. Alors oui, effectivement, voilà, entre eux aussi, ils se disent oh, bah, tiens, tu vois, toi ta maman elle fait ça, elle fume, ou le copain, ou le petit voisin. Voilà, ça commence par là, ça commence comme ça, la prévention. Et donc oui, le proto, effectivement, c'est un des sujets qu'on va aborder prochainement avec les équipes du blog. Et puis aller investir les rues, les lycées, les établissements scolaires, l'IUT, l'université, tous nos partenaires qui nous ouvrent leurs portes, pour pouvoir aborder tout ça et voilà, informer et orienter.